Merci Pierre-Olivier. Je vais introduire notre premier intervenant, c'est Frédéric Ancio, qui est maître de conférence à l'Université des Antilles et directeur adjoint du Centre de recherche et de ressources en éducation et formation. Il s'intéresse notamment aux alternatives en contexte multilingue en outre-mer français. Il est l'auteur ou le co-auteur de plusieurs ouvrages sur ces thématiques. Il dirige plusieurs thèses sur les questions des élèves allophones, le FLE, le FLI. Et plus récemment, il travaille sur la question du handicap. Son intervention va porter sur ce dernier champ d'études avec une communication intitulée « L'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap et allophones en Guadeloupe. Quels freins et quels leviers ?» Voilà, on démarre peut-être un petit peu tôt, mais Fred, si tu veux partager ton écran, tu auras 20 minutes de présentation avec 10 minutes d'échange. Mais comment… Oui, voilà. Nickel, on voit l'écran. D'accord. Je te laisse… C'est bon? Eh ben, merci à tous les deux, Pierre-Olivier et Kate, pour l'organisation de cette journée et pour cette invitation. Alors, donc, comme le disait Kate, je m'intéresse davantage à l'inclusion des langues dans les interactions didactiques aux Antilles et en Guyane française. Et depuis 2 ans, cette idée d'inclusion des personnes en situation de handicap est venue à moi par le biais d'une association qui s'appelle Solidarité Guadeloupéenne en Mouvement, qui voulait étudier les freins et les leviers à l'inclusion scolaire en Guadeloupe, et plus particulièrement l'inclusion des élèves en situation de handicap en milieu ordinaire. Donc, ils sont venus nous voir et le CREF, avec 4 chercheurs, on a décidé de monter un programme de recherche qui s'intitule « Favoriser l'inclusion scolaire des jeunes d'IME, enjeux de formation, de professionnalisation, de recherche en éducation ». Donc, on est 2 organismes à coordonner ce programme, donc le CREF et l'association. Nous avons sollicité plusieurs partenaires comme l'ALEFPA Caraïbes, qui nous a permis, grâce à des IME, et vous allez voir des unités d'enseignement externalisées. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, ils nous ont permis d'avoir un terrain d'études. L'ARS de Guadeloupe, qui a un volet en lien avec l'inclusion scolaire, qui nous a aidés financièrement, donc qui finance ce projet de recherche. Le rectorat de l'Académie de la Guadeloupe, bien sûr, puisque nous rentrons dans les établissements et nous sommes donc en partenariat avec l'INE AESH, pardon, et un certain nombre de conseillers pédagogiques aussi en lien avec l'inclusion scolaire. L'INSP de Guadeloupe, qui nous offre ses locaux pour l'organisation de réunions de tables rondes, comme on a pu le faire dans la fabrique des PEP, là, il y a un mois. Et un nouveau partenaire, là, l'IME Espoir de Pointe-à-Pitre, qui vient s'ajouter un petit peu pour augmenter notre terrain d'études. Alors, cette étude, elle doit normalement durer sur 3 ans, donc 2019-2022. Bon, on n'a pas commencé véritablement au bon moment. On a été vraiment très embêtés avec les histoires de Covid, bien sûr, avec les fermetures d'écoles et puis la possibilité de rentrer dans les classes. Mais bon, donc le contexte de l'étude, il a été un petit peu introduit par Pierre-Olivier. Là, je donne quelques éléments en termes d'inégalité en lien avec le handicap en Outre-mer. Donc, je vous renvoie à un numéro de la revue à page qui est paru en 2009 sur le handicap. Les Outre-mer,
alors plus particulièrement la Guadeloupe, manque de structure. Il y a une situation socio-économique en Guadeloupe qui est très précaire. Autrement dit, le salaire moyen, les familles qui ont des enfants en situation de handicap et qui n'ont pas forcément les moyens de payer des transports, les aides sont compliquées, enfin bon, voilà. Concernant les personnes en situation de handicap qui sortent sans diplôme, alors j'ai mis un chiffre moyen en Outre-mer et c'est pratiquement moitié moins en France hexagonale. Ensuite, on est aussi dans un contexte de chômage très important. Il y a peu d'insertion professionnelle aussi des personnes en situation de handicap. Il n'y en a que 2,5 en entreprise et 16% des personnes de handicap qui ont un handicap, qui ont un emploi. Il y a énormément de problèmes de transport. Là, je vous parle de la Guadeloupe en particulier, mais dans les Outre-mer en général, c'est donc de transport en commun. Il y a également des taux de scolarisation qui sont faibles. Et il y a aussi, bien sûr, cette chose qui m'intéresse tout particulièrement, cette idée de plurilinguisme. Alors, ce n'est pas l'objet central de cette communication, mais dans les observations et les entretiens qu'on a pu avoir, la prise en compte du répertoire langagier des élèves en situation de handicap pose problème parce que pas de formation, parce que difficulté de compréhension. Et donc, ça se rajoute déjà à la prise en compte des troubles et des handicaps que présentent les élèves. Donc, quelques questions de départ qui nous ont été soumises et puis qu'on a par les personnes de l'association. Je peux les citer d'ailleurs, Martine Salomé et André Grenier, donc la présidente et le secrétaire de cette association, donc qui sont venus nous voir pour travailler cette question. Et je peux citer aussi les chercheurs du CREF, donc Antoine Delcroix, Elisabeth Essaïeva et Olivier Serge-Cando, qui participent avec moi à ce projet. Donc les questions qu'on a posées, c'est premièrement, quelles sont les représentations de l'inclusion chez les différents acteurs? Bon, les différents acteurs, j'entends par là bien sûr les élèves, les parents, les profs, les personnels de direction, les personnels administratifs, un petit peu toutes les personnes de la communauté éducative. Ensuite, quelles sont les différentes modalités de pratique de l'inclusion en Guadeloupe? Comment les personnes fonctionnent? Est-ce que c'est des inclusions partielles, totales? Dans quel dispositif? Est-ce que c'est dans des dispositifs particuliers, dans des enseignements particuliers? Ensuite, par rapport à ces pratiques, on souhaite travailler sur les freins et les leviers à la scolarisation donc, des élèves en situation de handicap. On a émis l'hypothèse de pouvoir modéliser les différents facteurs qui permettraient d'évaluer la qualité du climat d'inclusion. Vous connaissez sûrement la notion de climat scolaire. Et donc, on a voulu s'inspirer de cette évaluation du climat scolaire dans un établissement, dans une classe, pour une personne, à l'inclusion scolaire. Donc, on souhaite effectivement essayer de trouver un certain nombre de pistes qui nous permettraient de donner une cartographie du climat d'inclusion dans différents établissements. Enfin, je suis à l'INSP de Guadeloupe, j'interviens en KPI pour la formation des enseignants spécialisés. Bien sûr, ce projet de recherche se veut comme une recherche-action-formation, donc en lien avec la formation, en partenariat avec les professionnels, les conseillers pédagogiques, pour d'une part améliorer, on va dire, les dispositifs d'inclusion, mais aussi la formation des enseignants et éventuellement aussi ressources qui permettraient aux enseignants d'améliorer l'inclusion scolaire. Donc, deux grands objectifs, étudier l'inclusion scolaire, les représentations et les pratiques, étudier également le travail collaboratif et collectif des différents acteurs. Depuis 2019, il y a ce qu'on appelle des pôles inclusifs, donc qui regroupent un certain nombre d'acteurs pour essayer de favoriser l'inclusion, donc d'étudier un petit peu comment travaillent ces gens, de quelle manière, quel rôle ils ont, quels sont les différents acteurs, donc les freins et les leviers, et proposer des pistes de réflexion sur
des parcours individualisés d'élèves en fonction des troubles, en fonction des contextes dans lesquels ils sont, en fonction des personnels encadrants. Le développement professionnel des différents acteurs concernés et donc l'évaluation du climat scolaire. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus puisque je suis un peu novice dans le domaine de l'inclusion, donc je ne suis pas non plus encore très bien armé sur le plan théorique, mais donc un petit lien. Donc, je vous ai parlé entre le climat scolaire et le climat d'inclusion. Ce sont des aspects plus le bien-être, l'ambiance, la sécurité, les violences, l'éducatif, le bien sûr, l'environnement, l'établissement. Tout ça, un certain nombre d'indicateurs. Oh là, d'indicateurs qui peuvent être objectifs ou subjectifs, individuels ou collectifs, matériel ou humain. Et on peut parler aussi en termes de climat de cette idée de d'état d'un climat, mais processus de quelque chose qui dans la durée. Les représentations, plutôt biomédicales et des réponses psychosociales, donc plus totales, complètes, plus systémiques de l'élève en situation de handicap, les totales ou spéciales, les liens qu'il y a entre les représentations que l'on fait, l'éthique que l'on met en œuvre pour des enseignants ordinaires ou spécialisés, autour de que s'inclut. Et la communauté. Voilà un petit peu très rapide. Méthodologie d'enquête, on s'appuie, est conçu, on va dire, en 3 phases. Premièrement, on a souhaité 2 unités, autrement dit, qui sont inclus dans une classe scolaire. Donc, cette classe est prêtée, donnée par l'établissement scolaire. C'est l'IME qui aménage toute la classe. Et donc, c'est un enseignant de l'IME, des élèves de l'IME qui sont dans un établissement scolaire. Donc, on a souhaité travailler dans un premier temps sur 2 classes pour analyser ça de manière un peu spécifique. Donc, l'observation, plusieurs observations, plusieurs visites et des entretiens avec les 2 enseignants. Dans un deuxième temps, on a souhaité donc augmenter cet échantillon. Donc, grâce à ces premières observations, on a construit des grilles, d'observation, mais aussi des guides d'entretien pour augmenter le panel de classes, d'élèves et des différents acteurs, donc les parents, les éducateurs, les enseignants. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Ensuite, une troisième phase qui serait une phase où, grâce à ces premières observations d'études de cas et ces observations un peu plus larges et puis est-ce que tu peux couper ta caméra, Fred, parce que le son... Oui, c'est moi. Je demande si tu peux couper. On a souhaité élaborer un questionnaire qui serait à viser pour essayer d'augmenter un petit peu
les réponses, puis d'avoir quelque chose d'un peu plus fourni. Et ensuite, reculer sur l'espace de formation pour faire un retour sur nos résultats et pour expérimenter avec les enseignants aussi bien des ressources, des pistes de dispositifs que l'évaluation du climat scolaire, d'inclusion, et pour pouvoir essayer de repérer les points qui. OK. Donc, la méthodologie d'enquête qu'on a utilisée s'organise en 3 phases. Il y a une première phase d'étude de cas sur des unités d'enseignement externalisées d'une IME dans une école primaire et dans un collège. Donc, 2 classes qu'on a étudiées de manière spécifique. Une observation de ces classes, des observations et des entretiens avec les 2 enseignants et aussi les éducateurs spécialisés. Une deuxième phase qui a pour objectif donc de s'appuyer sur ce qui a déjà été observé et discuté avec les enseignants pour élaborer des grilles d'observation et des guides d'entretien plus complets pour observer d'autres classes, d'autres élèves et interroger plusieurs acteurs, enseignants spécialisés, ordinaires, éducateurs, parents, personnel de direction et compagnie. Et donc, cette deuxième phase doit permettre d'élaborer un questionnaire qu'on souhaite diffuser à un plus grand nombre de personnes et d'acteurs. Et tous ces résultats d'enquête visent également à l'élaboration de dispositifs de formation et de ressources pour l'inclusion scolaire. Donc, voici un petit peu l'organisation, des observations, 2 unités d'enseignement externalisées, 2 enseignants, des observations avec une dizaine de classes et 50 acteurs, et ensuite des questionnaires de 200 personnes et des expérimentations avec les enseignants, on va dire expérimentés, mais aussi novices en formation en KPI, pour expérimenter des dispositifs, des choses sur le terrain et faire des boucles de rétroaction sur ce qui a été mis en place, sur l'amélioration, sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour arriver à des contenus de formation qu'on pourrait mettre au plan académique de formation, mais aussi la création de ressources qu'on mettrait à disposition via un site Internet. Alors, durant cette première phase, donc on a fait des observations et des entretiens. Alors, deux petits exemples d'observation. Premier exemple, c'est une situation d'inclusion en EPS de 3 élèves de l'unité externalisée dans une classe de CE1 de 13 élèves. Alors, c'était un contexte très favorable, puisqu'on avait un enseignant spécialisé, une éducatrice spécialisée de l'UE, un animateur spécialisé en EPS, un enseignant de la classe de CE1 et une AESH qui appartient également à ce CE1. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, très bien. Oui, oui, ouais, très bien. Ok, impeccable. C'était juste pour savoir si je me tout seul ou pas. Et donc, dans l'unité externalisée, il n'y avait que 3 élèves, donc 3 garçons, un élève qui a des troubles autistiques et qui ne parle pas, et 2 élèves qui avaient des problèmes cognitifs, mais qui pouvaient s'exprimer facilement. Enfin, facilement, qui pouvaient s'exprimer. Alors, par rapport à cette petite observation qui consistait, alors c'était des sports collectifs, donc avec ballon, donc c'est une sorte un petit peu, bon, en gros le match, il faut se faire le plus de passes et pendant ce temps-là, les autres ils courent, dès qu'ils font un tour, ils peuvent rentrer pour essayer d'empêcher, c'est une sorte de passadiste, hein, quoi, on va dire. Donc, durant cette phase où il y a eu un échauffement, une phase d'exercice et puis une phase de match, on peut dire que ces 3 élèves, on a observé une intégration, on va dire, correcte, réussie dans l'ensemble. Il y a un bon accueil du groupe classe, des 13 élèves de CE1. Ils ont bien accepté les élèves, pas de remarques particulières, pas de regard, donc ça s'est relativement bien passé. Bon, c'est en EPS, donc finalement, il y a eu des échanges verbaux assez restreints.
Et il y avait aussi le fait que sur le plan moteur, les élèves n'avaient pas les élèves en situation de handicap n'avaient pas de grande différence avec les autres élèves par rapport aux exercices demandés. Alors, ce qu'on a pu observer, juste dans cet exemple, c'est qu'il y avait une différentes formes d'intégration. La première, elle était environnementale, c'est-à-dire que les élèves partageaient un même environnement ensemble. Donc, elle était environnementale, ils étaient sur le terrain de sport, et une intégration physique, puisqu'ils étaient en contact avec les autres. Ensuite, on a vu également des interactions sociales entre les élèves en situation de handicap et les élèves de l'autre classe, et aussi une intégration, une inclusion sur le plan pédagogique, puisque les élèves en situation de handicap ont appris les mêmes choses que les autres élèves. Donc voilà les quatre formes différentes d'inclusion qu'on a pu observer au cours de cette séance. Mais on a pu quand même observer que l'élève qui ne parlait pas avait, lui, plutôt une intégration physique et environnementale et très peu sociale et pédagogique. Tandis que les deux autres qui pouvaient s'exprimer avaient une intégration, on va dire, un petit peu totale sur ces quatre aspects. Donc, par rapport à l'intervention de l'animateur sportif, il n'a fait aucune différenciation pédagogique vis-à-vis des élèves en situation de handicap. Donc, il n'y a pas de différenciation de contenu, c'est une intervention classique à la classe et on a passé un petit entretien après, et pour lui, sa conception, c'est bien que les élèves viennent faire la même chose que les autres. Alors, il y avait cet élève qui ne parlait pas et qui, finalement, lui, prenait la balle et puis faisait ce qu'il voulait. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'intervention de la part de l'animateur de PS pour lui donner des consignes un peu spécifiques. Cet enfant a été suivi par l'éducatrice spécialisée pendant toute la séance et il a eu finalement que des rapports avec l'éducatrice spécialisée, sauf à la fin. Bon, quand il devait courir autour du terrain, il a couru avec l'éducatrice spécialisée, mais un petit peu. Donc, on voit bien que cette inclusion, bon, voilà, elle peut prendre des formes différentes en fonction des élèves. Concernant les entretiens, on s'est aussi appuyé un petit peu sur les observations, on a relevé 7 facteurs d'inclusion. Premièrement, les conditions matérielles et humaines, les relations interpersonnelles, les conditions administratives, les élèves, la diversité des élèves en situation de handicap, les stratégies d'enseignement et de différenciation mises en place, la formation des enseignants non spécialisés et les différentes modalités d'inclusion scolaire. Voilà ce qui nous permettait, dans un premier temps, d'étudier les formes et les pratiques d'inclusion. Alors, concernant les conditions matérielles, il y a la situation de l'établissement scolaire, où est-ce qu'elle est située, la situation de la classe dédiée au sein de l'établissement scolaire. On a pu observer dans d'autres établissements qu'on a observé des classes qui sont vraiment en retrait et d'autres qui sont au centre de l'établissement, donc cette place. Le nombre d'élèves qui sont dans la classe, mais aussi le nombre de dispositifs à côté. On a pu observer des inclusions d'élèves d'unités externalisées dans des dispositifs Ulysse, donc ce n'est pas dans un enseignement, dans un milieu ordinaire. Le nombre de personnes dédiées aux élèves en situation de handicap, les personnes qui… et enfin, l'aménagement de la salle qui est dédiée en termes de matériel. On a pu catégoriser un certain nombre de relations interpersonnelles entre les personnels de l'établissement, les enseignants spécialisés et les autres personnels chargés de l'inclusion, les psychologues, les rééducateurs, entre les élèves eux-mêmes, entre les parents, entre les personnels de l'établissement et les élèves, les personnels et les parents, entre les élèves et les parents. Un autre facteur, c'est les conditions administratives, c'est-à-dire que toute l'inclusion nécessite un certain nombre de conventions, une organisation, une répartition des rôles, des tâches, mais aussi des systèmes de pilotage. On a vu que ces choses-là n'étaient pas forcément toujours bien menées, bien organisées, c'était un petit peu compliqué. Concernant les élèves en situation de handicap, l'inclusion n'est pas toujours possible. Je prends l'exemple de cette famille qui avait une fille qui
qui enlevait ses habits en permanence. Donc, et cette famille ne souhaitait pas que cet élève d'IME soit inclus en milieu ordinaire. Donc, il y a aussi des répertoires langagiers qui sont différents en termes de diversité d'élèves, des stratégies d'enseignement et de différenciation qui sont très différentes en fonction des enseignants, diversification, coopération, des rituels, des pédagogies, les langues utilisées, et enfin, les formations des enseignants non spécialisés qui revient énormément. Il y a un manque de formation, ils ne se sentent pas compétents et puis ils ont peu de soutien de leur direction, on va dire. Donc, concernant les modalités d'inclusion, on a pu observer qu'il y avait des pratiques d'inclusion individuelle et collective. Dans une classe ordinaire, on a des dispositifs spécialisés. Il y avait aussi une inclusion lors de journées, de manifestations organisées par l'école, comme des sorties, des crosses. Et puis, il y avait aussi toutes ces formes d'inclusion qui se font en dehors des moments pédagogiques, c'est-à-dire les récréations, la restauration scolaire et les fêtes d'école. Et donc, à travers ça, on a relevé, on essaye de modéliser un petit peu cette forme d'inclusion, avec des inclusions plus pédagogiques, avec but d'apprentissage, et plus sociales, donc en relation avec les autres élèves, et également des inclusions plus individuelles ou collectives. Ce qui nous amène à, on va dire, cet axe, ce schéma, donc pédagogique, social, individuel, collectif, avec 4 situations différentes. La situation A, où donc on est individuel pédagogique, c'est un élève dans une classe ordinaire. Situation B, c'est pédagogique et collectif, donc plusieurs élèves dans une classe ordinaire. Situation C, un élève dans un groupe dit normal, par exemple pendant une récréation. Et une situation D, où c'est plusieurs élèves dans un événement, une sortie, un projet d'école. Donc, on a essayé de travailler pour ces 4 situations, les freins et les leviers. Donc, tout ça, c'est ressorti des entretiens et des observations. Alors, concernant l'inclusion individuelle et pédagogique, les freins, c'est les manques de relations entre les enseignants spécialisés et ordinaires, le manque des formations ordinaires, des enseignants ordinaires, et aussi parfois les élèves des classes ordinaires qui ont un certain nombre de préjugés, mais aussi de comportements vis-à-vis de ces élèves. Les leviers, c'est la coopération et le dialogue. C'est essayer de reconnaître l'enseignant spécialisé comme une personne ressource. C'est très compliqué, la collaboration entre les enseignants spécialisés, et donc on pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Pour les situations B, collectives et pédagogiques, donc plusieurs élèves dans un milieu ordinaire, il y a des problèmes d'infrastructure, d'aménagement, d'emploi du temps. Il y a parfois des représentations négatives de l'inclusion chez les enseignants et les élèves dits normaux. Les leviers, c'est une information des enseignants, des actions de sensibilisation des élèves normaux au handicap, et aussi une organisation spatio-temporelle et matérielle efficace. Enfin, non, pas enfin. Les situations C, les inclusions individuelles et sociales. Donc, les freins, c'est les remarques désobligeantes de la part des élèves envers les élèves, l'exclusion finalement. Les leviers, c'est la mise en place d'activités en groupe avec un adulte, désignation d'élèves chargés de s'occuper des élèves en situation de handicap. On a vu dans plusieurs écoles que c'était intéressant, finalement, ce tutorat qui pouvait être mis en place entre un élève en situation de handicap et un élève dit ordinaire dans une classe dite normale. Enfin, situation D, inclusion collective et sociale. Les freins, c'est il n'y a pas de projet ou d'événement au sein de l'établissement, ni même à l'extérieur. Il y a un manque de coopération et de diffusion des informations. Les leviers, c'est donc la participation des enseignants et de l'élève, des élèves des unités externalisées à certains projets. De solliciter l'enseignant spécialisé de la part des autres enseignants pour participer à des événements. Donc, derrière ça, il y aurait une volonté commune, une adhésion collective autour de l'inclusion, et donc de changer les mentalités et le regard sur l'inclusion. Cette première phase nous a permis d'élaborer un guide d'entretien qui est établi, et on va passer à la phase de passer des entretiens avec un ensemble d'acteurs. On a repéré un certain nombre de points, des conceptions sur l'inclusion et le handicap, les valeurs
et les enjeux derrière l'inclusion des élèves en situation de handicap, les effets de l'inclusion des élèves, de l'inclusion sur les élèves en situation de handicap et les autres élèves, les freins et les leviers à l'inclusion, les conceptions d'apprentissage et les modalités d'enseignement, donc comment mettre en œuvre pédagogiquement cette inclusion, les adaptations et les différenciations de contenu en termes de ressources, de dispositifs, de stratégies, l'évaluation, comment évaluer, la collaboration et la relation des différents acteurs, donc un parent avec l'enseignant spécialisé, avec l'éducateur, comment ça se passe, et enfin la gestion de l'hétérogénéité des publics. Voilà les différents points que l'on souhaite investir par la suite à travers des entretiens avec un ensemble d'acteurs de la communauté éducative. Voilà, j'ai terminé quelques éléments bibliographiques et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Frédéric.